tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous reviens donc aujourd'hui avec un nouveau Catulu où je vais vous parler de 5 romans. Alors vous allez me dire, oui 5 c'est beaucoup, certes, mais comme je vous disais la semaine dernière, sur la dernière vidéo, j'avais rien terminé, donc du coup je pouvais pas vous faire de Catulu, mais j'avais rien terminé, mais il me restait vraiment pas grand chose à chaque fois. Donc j'avais profité pour tout terminer cette semaine et pour entamer autre chose. Alors, je vais donc vous parler de tout ce que j'ai lu la semaine dernière, enfin, de tout ce que j'ai terminé, on va dire. Donc, je vous disais que j'étais dans Hors d'atteinte de Frédéric Couder, paru aux éditions Les Escales. Rappelez-vous, je l'avais mis dans ma palle du mois de juin, donc ça tombe bien. Rappelez-vous, on était sur une enquête historique, mêlant faits historiques réels avec une fiction. Ici, on va partir sur l'histoire du tristement célèbre Hans Schumann, qui était un criminel nazi, qui est passé entre les mailles du filet au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui n'a jamais, pour ainsi dire, été inquiété par la justice. Alors dans ce roman, Frédéric Couder nous explique comment Hans Schumann a pu passer entre les mailles du filet de la justice post-Seconde Guerre mondiale. Et il nous raconte également, par le biais de ses personnages, ce que Hans Schumann a fait contre l'humanité dans ce roman. Dans ce roman, il va nous parler d'un personnage, c'est Paul, il est écrivain, et un écrivain somme toute à succès. Et Paul, il a un grand-père qui s'appelle Victor, dont il sait très peu de choses sur son passé. Et un soir, Victor reçoit une lettre. Et il lit cette lettre et il disparaît. Pendant 24 heures, Victor va disparaître, mettant un petit peu Paul aux 400 coups. Et il va appeler la police et tout. Bon, il finit par retrouver son grand-père. Et le lendemain, le policier le rappelle et lui dit « Ah bah oui, quand je suis venu vous voir, ça m'a rappelé que il y a quelques années de ça, j'étais déjà passé dans le quartier, car à côté de chez votre grand-père vivait un homme qui était un ancien criminel nazi. » Et du coup, il lui parle un petit peu de cet homme qui était voisin de son grand-père. Il n'en a jamais rien su, forcément. Paul n'en a jamais rien su. Et ça va titiller quand même son ego d'écrivain. Et ça va l'inciter à se pencher sur cette histoire. Et au fur et à mesure de ses recherches, il va s'apercevoir que l'histoire de son grand-père est liée à ce criminel nazi. Alors au début, il se dit c'est pas possible, mon grand-père n'a pas pu être un boucher, c'est pas possible, il n'a pas pu perpétrer des crimes contre les juifs. Et puis il continue, il continue à enquêter, et ce qu'il va découvrir va lui donner matière à un nouveau roman. Et nous, pendant ce récit, on va alterner entre le présent, entre l'histoire de Paul, qui va écrire son roman sur l'histoire de son grand-père, et l'histoire à proprement parler, l'histoire réelle de son grand-père, qu'il a lui-même vécu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors dans ce roman, on voit comment était l'Allemagne au sortir de cette Seconde Guerre mondiale. Cette Allemagne à moitié détruite, laissée exsangue par toutes ces années de nazisme et les bombardements qui ont clôturé la Seconde Guerre mondiale, laissant les Allemands sous contrôle des Alliés pour différentes régions.
Et on retrouve donc Victor qui se trouve à Hambourg, Hambourg qui a été bombardé par les Alliés, Hambourg qui est complètement méconnaissable sous les gravats. Et Victor essaye donc de survivre peu ou prou. Et il va rencontrer une jeune femme, Nina, qui va lui faire découvrir toute une facette de survie à Hambourg. Et il va remettre la main sur quelque chose qui appartenait à sa sœur qui est décédée avant la guerre. Mais il va découvrir que ce qu'on lui avait raconté était totalement faux, que sa sœur avait croisé la route d'un médecin, un médecin qui a pratiqué des expériences sur sa sœur et sur bon nombre d'autres personnes. Et c'est là qu'on va découvrir que avant de sévir à Birkenau et à Auschwitz, Schumann avait également sévi en Allemagne sur des Allemands, j'ai envie de dire pure race, mais qui étaient différents des autres, qui étaient malades, qui étaient pour la plupart, dans le cas de la sœur de Victor, elle était autiste, des handicapés mentaux, enfin bref, Schumann a pratiqué bon nombre d'expérimentations sur ces personnes, et on s'aperçoit qu'il s'est fait, pour ainsi dire, la main sur des Allemands avant de perpétrer ce qu'il a perpétré sur des Juifs. Et autant vous dire que ce qui s'est passé dans les camps, outre les chambres à gaz, toutes les expériences qu'il a pratiquées sur des Juifs étaient particulièrement odieuses. Et voilà, on va suivre cette enquête alternant passé et présent. Et autant vous dire que Horst Schumann était un être particulièrement retors, qui n'a absolument jamais regretté ce qu'il a fait. Il n'a eu aucun remords sur ce qu'il a fait. Et c'est odieux, c'est un récit particulièrement dense. Il fait plus de 500, il fait à peu près 500 pages. Et je peux vous dire que ce récit est particulièrement dense, ce qui explique aussi pourquoi j'ai passé vraiment la semaine dessus. Non pas que c'était inintéressant, mais il fallait quand même digérer ce que je lisais. Pourtant, je peux vous dire que j'en ai lu des récits, des thrillers glauques à souhait, avec les tripes et boyaux à l'air. Mais ce récit, particulièrement sur les camps et sur ce qui s'est passé avant les camps, je peux vous dire que ça remue les tripes. Et il m'a fallu quand même un certain temps pour pouvoir digérer tout ça. Mais c'est un récit nécessaire qui est vraiment à lire pour se rendre compte de toute l'ignominie qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je peux vous dire que plus j'en lis, plus je me dis qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'horreur, et à chaque fois je me trompe et je trouve que oui, on peut aller beaucoup plus loin dans l'horreur, car je pense très sincèrement que on ne sait pas encore l'intégralité de ce qui s'est passé dans les camps et hors des camps, sur tous les malades, sur toutes les femmes, les enfants, les hommes, sur toutes les expérimentations qui ont été faites à l'aune de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, si vous souhaitez lire un récit vraiment dense, historique, je vous conseille vraiment ce livre qui peut servir de devoir de mémoire pour les jeunes générations. Ensuite, beaucoup plus légèrement, j'ai écouté en audio Comment j'ai tué ton mari de Elle Cosimano, que je vous mettrai la petite vignette ici, que j'ai eu en service presse numérique via la plateforme NetGalley. Alors ici, on est quand même dans un récit un peu plus léger, dans une comédie policière. On suit Finlay, qui est autrice de romans d'amour. Elle n'a pas un succès de ouf, elle a un petit peu de mal à joindre les deux bouts, elle est divorcée, elle a la garde de ses 2 enfants, un bébé, Zach, qui a à peu près 2 ans, et sa fille de 5 ans.
Et voilà, c'est une maman complètement débordée et elle est pressée par son agente de sortir un nouveau livre. Elle a du mal à joindre les deux bouts. Et son ex-mari, en plus de ça, fait tout pour récupérer la garde de ses deux enfants avec un argument de poids, comme quoi qu'il serait le seul parents capables de leur donner tout ce dont ils ont besoin, une vie stable, une vie confortable avec de l'argent et une nouvelle fiancée qui est très belle, très propre sur elle, très distinguée, très chic et qui serait une belle-mère absolument parfaite pour ses enfants. Et un midi, alors qu'elle rencontre son agente dans un restaurant, elle a une discussion avec elle, discussion qui est écoutée par une personne qui est assise à la table d'à côté, et c'est là que les emmerdes vont commencer pour Finlay, car la femme assise dans la table à côté la prend pour une tueuse à gages. Et il lui laisse un petit mot et 50 000 $ pour qu'elle se débarrasse de son mari. Alors évidemment, au début, c'est la panique. Elle se dit, oh là là, je vais pas me lancer là-dedans. Elle essaye de retrouver cette femme pour lui redonner son argent et lui faire comprendre qu'elle est complètement à côté de la plaque. Sauf que, Finlay va être prise dans un engrenage et elle va découvrir que le monsieur en question est une belle pourriture. Et on va aller comme ça de quiproquo en quiproquo, de circonstances qui vont faire que elle va se retrouver dans une mouise jusqu'au cou. Et on va suivre ces péripéties tout au fil du roman. Alors, pour les puristes des romans policiers, certains diront que c'est complètement invraisemblable, que c'est tiré par le cheveu, que c'est beaucoup trop gros pour être vrai. Oui, mais faut se mettre dans l'idée que c'est une comédie policière. Alors certes, il y a une enquête, mais il y a toute une ambiance, toutes des circonstances qui font que c'est plus léger. Donc oui, c'est gros. Oui, dans la réalité, ça ne passerait pas. Oui, dans un vrai roman policier, ça ne passerait pas. Mais là, on est dans une comédie policière, donc j'ai envie de vous dire, ça passe. Et le personnage de Finlay, moi j'ai tout de suite aimé ce personnage de maman de maman célibataire, débordée, méprisée par son entourage parce qu'elle écrit des romans. Et voilà, écrire des romans, ce n'est pas un vrai métier pour une femme célibataire, une femme qui doit élever ses enfants. Elle doit avoir un vrai métier. Et elle est vraiment elle est méprisée par son entourage. Elle est méprisée par son ex-mari. Elle est méprisée par la nouvelle fiancée de son ex-mari. Et même sa famille, tout le monde lui dit de chercher un vrai boulot pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et elle va, à force de détermination, et elle va pas se laisser abattre et elle va leur montrer que elle n'est pas complètement finie et qu'elle est tout à fait capable de subvenir aux besoins de ses enfants. Et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Il y a une petite amourette entre Finlay et un autre personnage. Bon, je trouve ça mignon, c'est gentil, c'est machin. Alors, apparemment c'est une saga, mais je crois que la suite n'est pas encore traduite en français. Si j'ai l'occasion, je lirai probablement la suite, mais voilà. Bon, si je l'ai pas, c'est pas très grave. J'ai passé un bon moment, mais voilà. Si j'ai l'occasion de lire la suite, excusez-moi, j'ai les yeux qui me piquent, c'est une catastrophe. Qui pique et qui me gratte, c'est une catastrophe. Donc, si j'ai l'occasion de lire la suite, je la lirai. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment, c'est rafraîchissant. Si vous voulez lire quelque chose de pas trop compliqué au bord de la piscine, franchement, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Ensuite, j'ai attaqué Le Burn-out de Sophie Kinsella aux éditions Belfond. Comme je vous disais, j'ai découvert La Plume il y a quelques années de ça, de Sophie Kinsella avec sa saga L'accro du shopping, saga que je n'ai pas terminée d'ailleurs.
Il va peut-être falloir que je me... je vais peut-être profiter de l'été en série justement pour la terminer, parce que je crois qu'il m'en reste 2 à lire. Enfin bref, ici on est dans un one-shot, hein, on n'est pas du tout dans une saga. On va suivre le personnage de Sacha qui travaille dans une boîte de marketing et elle est au bord du surmenage. Des mails sur des mails sur des mails de relance du premier mail. Bref, elle sature. Elle va, comme on dit, péter un câble et son médecin va l'arrêter et elle va se mettre au vert là où elle a passé des vacances plusieurs étés avec sa famille et elle n'y était pas retournée depuis plus de 20 ans. Et elle va retourner là-bas pour se mettre au vert et essayer de se reposer et de faire un petit point sur sa vie. En arrivant là-bas, elle va déjà mettre un pied dans l'hôtel qui, dans son souvenir, était réservé à une élite de la population, car d'un très très grand standing. Et quand elle va mettre les pieds là-bas, elle va découvrir un truc en chantier. Elle va découvrir un hôtel en chantier avec quasiment plus de meubles à l'intérieur, avec un énorme échafaudage sur la façade, avec un personnel réduit à peau de chagrin. Bref, bien loin de la splendeur de son souvenir. Et il va lui arriver bon nombre de péripéties sur ce lieu de villégiature. Elle va faire la connaissance également d'un jeune homme qui est lui aussi un petit peu en burn-out et qui va un petit peu troubler sa tranquillité et qui va donner un petit peu de piment à ce roman. J'ai trouvé, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Sacha, surtout au début, dans cette espèce de marasme où l'individu sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tout va de mal en pis et qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, qu'on est fatigué d'avance de faire tout et n'importe quoi, faire les courses, se faire à manger, s'habiller, se laver, ça devient un effort insurmontable chaque jour que Dieu fait. Et franchement, j'ai été dans cet état. Je peux vous dire que ce qui est relaté ici, c'est vraiment ce qui arrive aux gens qui sont en burn-out. Mais voilà, la plume de Sophie Kinsella, voilà, on traite d'un sujet quand même un petit peu difficile, avec une plume drôle, humoristique, qui permet un peu de dédramatiser tout ça. Et elle a signé vraiment une comédie rafraîchissante, piquante, extrêmement émouvante. La fin m'a beaucoup touchée. On traite de beaucoup de sujets dans ce roman. Il n'y a pas que le burn-out. Et j'ai beaucoup aimé. C'était drôle. J'ai retrouvé vraiment la plume extrêmement jouissive de Sophie Kinsella. Très, très drôle, très rafraîchissante, très piquante. C'est vraiment un roman d'été, j'ai envie de dire. Bon, il peut se lire à n'importe quel moment de l'année, mais je trouve que, voilà, pour l'été, hein, au bord de la piscine, quand vous êtes en vacances, bah, franchement, je trouve qu'il fait particulièrement bien le job. Tous les personnages sont hyper attachants. Le personnage de Terry, le personnage de Nicolas et le personnage d'Herbert qui m'ont beaucoup touchée. Tous ces personnages, le personnage de Cassidy qui est très très drôle. On a des situations vraiment extrêmement drôles dans ce roman. J'ai souri, j'ai ri, j'ai été émue par les personnages. Franchement, il fait vraiment le job et j'ai vraiment eu un plaisir, je vous dis, inégalé à retrouver la plume de Sophie Kinsella. Je vous retrouve après m'être mouchée. Voilà, comme ça vous saurez vraiment tout. Ensuite, en audio, j'ai écouté L'année de la sauterelle de Terry Hayes. Je vous mettrai la petite vignette ici. Ici, on est dans un roman d'espionnage. Vraiment un roman d'espionnage comme je les aime. On va suivre un agent de la CIA qui va pourchasser aux 4 coins de la planète un homme, un soldat de Daesh, on va dire, que tout le monde pensait mort depuis plusieurs années, sauf que sur des images filmées par des drones, ils vont s'apercevoir que cet homme est toujours vivant. Et donc cet agent va le retrouver pour essayer de l'empêcher de nuire.
Sauf que forcément, ça ne va pas se passer comme tout le monde l'avait prévu. Et on va suivre cette traque pendant des mois et des années. Sur plusieurs pays et sur plusieurs années. Excusez-moi. J'ai adoré le récit audio de ce roman. J'avais l'impression d'être au cinéma où je voyais le film se dérouler devant mes yeux. Franchement, le narrateur, il était génial. Je vais essayer de vous retrouver son nom à ce narrateur parce que franchement, il était super. Alors, tic. Alors, voilà, il s'appelle François Hatt. Mais Hatt ou Alt? Non, Hatt, c'est ça. Il s'appelle François Hatt et franchement, le narrateur et la voix de ce comédien a joué énormément sur le fait que j'ai adoré ce roman. Alors, c'est une pavasse, c'est aussi une pavasse à l'audio qu'elle écrit, mais franchement, j'ai adoré. Il y a des scènes de combat, des scènes des scènes de combat qui sont géniales de réalisme. Et franchement, je vous dis, à l'audio, c'est passé crème. Franchement, c'était génial. Alors, par contre, j'ai peut-être une petite retenue sur la dernière partie. On est parti sur complètement autre chose. Le récit, il a complètement basculé sur autre chose. Je me dis, tiens, c'est un choix un peu hasardeux, c'est un choix culotté, j'ai envie de dire, de l'auteur. Parce que, voilà, le récit prend une tournure complètement différente. On bascule même dans un genre complètement différent. Ça m'a surprise, ça m'a déstabilisée. Mais après, ça a été fait de telle manière que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, suivons l'auteur dans son délire. Voilà, c'était sympa. Peut-être que j'aurais préféré une autre fin, peut-être que j'aurais préféré qu'il reste vraiment dans ce que c'était au début. Mais malgré tout, ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé le personnage de cet agent de la CIA qui donne sa vie dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire, à la traque de cet homme. Il va faire énormément de sacrifices tout au long de sa vie. On voit aussi comment réagissent aussi l'entourage de ces agents qui sont obligés malgré tout de faire leur travail et de garder une certaine confidentialité de ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas tout dire à leur famille. Et on voit, c'est aussi traité dans ce roman, j'ai beaucoup aimé. Et on voit aussi tous les dilemmes auxquels sont confrontés ces agents qui ont une mission bien définie dès le départ sur le papier. Mais quand ils arrivent sur le terrain, il y a des impondérables. Il y a des choses qui font que la mission ne se déroule pas forcément comme prévu. Et il y a des impondérables. Et la mission ne se déroule pas finalement comme prévu. Et il faut gérer, du coup, ces impondérables. Et franchement, j'ai trouvé que ça, c'était extrêmement bien traité. Donc, si vous aimez les récits d'espionnage à la Tom Clancy, franchement, allez-y. Moi, franchement, j'avais pas lu le précédent de Terry Hayes, mais peut-être que je vais me pencher dessus parce que la plume m'a bien plu et je pense que je l'écouterai parce que, d'autant plus si c'est lu par le même comédien, je pense que ça passera, je pense que j'irai encore plus volontiers. Et ensuite, j'ai lu La faille de Franck Tillier, publié aux éditions Fleuve Noir.
ici, on retrouve Franck Charcot et Lucie Henbel dans leur dernière enquête. Et autant vous dire que cette dernière enquête, eh ben, elle va secouer. Elle secoue l'équipe, le groupe Charcot dans ses fondations. On retrouve le groupe Charcot au début dans une planque où il surveille un suspect qui a commis des crimes atroces et ils sont en planque pour l'appréhender. Sauf que l'opération va capoter et il va se dérouler un drame qui va toucher le groupe Charcot dans ses fondations, comme je vous le disais. Rien ne va se dérouler comme prévu. Il va y avoir un agent qui va rester sur le carreau. Et on va chercher des noises à Franck Charcot qui va être en retrait au tout début de cette enquête. Il est sous le coup d'une enquête interne, mais il ne peut pas rester inactif. Donc il va continuer à enquêter en off en attendant d'être habilité. Parce que voilà, on va dire que Charcot fait du Charcot. Et ils vont découvrir une enquête, en enquêtant sur cet homme, ils vont découvrir autre chose qui va les amener à enquêter sur une disparition inquiétante d'une jeune femme. Et là, ils vont aller dans une enquête qui va les ébranler, encore une fois, qui va les emmener aux confins de la mort et qui va traiter de pas mal de sujets. Dans ce roman, on traite de l'éthique médicale, de la vie après la mort, du traitement des gens qui sont en mort cérébrale. Et beaucoup de sujets vont être traités ici. C'est extrêmement intéressant, comme à chaque fois. Franck Tillier, il a depuis plus de 20 ans à cœur de mêler science, les sciences du cerveau aussi, plus particulièrement. Et là encore, on va aller encore très loin dans ce que l'homme peut faire aux autres sous couvert de la science. Autant vous dire que Franck Tillier a l'habitude de malmener ses personnages. Mais là, au début, je me suis dit, Franck, mon Francky, qu'est-ce que tu nous fais? Oui, bon, ok, moi je l'appelle Francky, ça fait 20 ans qu'on se connaît, voilà, on va pas dire qu'on est potes, mais bon, hein, bon, il en a rien à foutre de ma gueule, hein. Autant dire les choses comme elles sont. Mais j'ai dit, là, franchement, il a été très loin dans le malmenage des personnages. Il en a fait voir de toutes les couleurs à Charcot et à Lucie, chacun de leur côté, mais également une fois qu'ils ont été ensemble. Et là, c'est le groupe Charcot qui est impacté. Et franchement, il a été très loin. Et la dernière partie du roman, j'ai eu les larmes aux yeux. Il m'a vraiment eu aux tripes, Franck Tillier. Il a vraiment été là jusqu'au bout. Dans le traitement de ce qui arrive à ce personnage, c'est bouleversant, c'est bouleversant et beau à la fois. Mais voilà, il a vraiment été loin. D'abord, il l'explique également en note de fin d'ouvrage. C'était encore une fois extrêmement intéressant. C'est bien fait. Les chapitres sont courts, c'est haletant. J'ai lu ce bouquin en 2 jours. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire tellement c'était bien fait, tellement c'était haletant, tellement il a vraiment bien fait son truc, Franck Tillier, comme à chaque fois. Hein. Mais alors là, franchement, je me dis à chaque fois, il ne peut pas aller plus loin dans le mécanisme du cerveau.
Et franchement, oui, il peut. Il peut et il le fait. Et il le fait toujours avec grand talent. Et franchement, La Faille tient vraiment toutes ses promesses. C'est haletant. Vous ne pourrez pas vous arrêter de lire ce roman avant d'en avoir eu le fin mot de l'histoire. Il a fait du grand Tillier. Et là, franchement, je me demande si c'est pas un des meilleurs de la saga Charcot and Bell. Voilà, c'est vraiment du Franck Tillier au sommet de son art. Voilà, donc ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre des pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!